J'ai construit un PC gaming à 650 € et je ne pensais pas avoir ce genre de performance à ce prix, parce qu'avec on peut faire tourner tous les jeux récents en 1440p, même en 4K sur pas mal de jeux, et on a de gros FPS sur tous les jeux compétitifs. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai monté ce PC, avec quels composants, combien de FPS on arrive à atteindre en vrai sur pas mal de jeux, mais surtout, je vais vous donner un maximum de conseils et d'astuces pour pouvoir avoir le maximum de performance en payant le moins cher possible. Juste avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Mammoth AI. Mammoth AI, c'est une plateforme qui permet d'accéder à plein de modèles d'IA pour moins cher. C'est 10 € par mois pour utiliser tous ces modèles différents dans leur dernière version et sur la même interface. Alors, c'est très sympa ce genre de sponsor où j'utilise le produit depuis bien avant que la marque me contacte pour en parler, ce qui fait que là c'est très facile pour moi de vous recommander d'utiliser Mammoth AI si vous utilisez un petit peu des modèles d'IA dans votre quotidien, parce que sur cette plateforme, à chaque prompt, on a la possibilité de choisir un modèle de texte, de raisonnement, d'image, etc. qui va être le plus adapté selon la situation, et en plus de ça, on a accès à la fonctionnalité de reprompting qui est super intéressante vu qu'elle permet d'obtenir un autre résultat en utilisant un modèle différent. Et en fait, grâce à tout ça, j'ai eu la possibilité de comparer en profondeur plein de modèles, ce qui m'a permis de me rendre compte lesquels étaient les plus adaptés pour mes usages habituels au travail ou dans la vie perso. En plus, j'ai pu conserver un peu toutes les habitudes que j'avais quand j'étais abonné à un seul modèle, parce que sur la plateforme, on peut utiliser le chat vocal de ChatGPT, la dictée, on peut aussi analyser des documents, des images, et même créer ce qu'ils appellent des mammouths personnalisés, pour organiser des projets et donner des instructions que l'IA devra respecter quand on travaille dans cet espace. Enfin bref, si vous utilisez un minimum d'IA dans votre quotidien, je pense vraiment que ça vaut le coup d'essayer. En plus c'est une boîte française donc ça fait toujours plaisir. Moi je vous mets des liens dans la description pour que vous puissiez aller checker tout ça, et un grand merci à Mammoth AI d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors, tous les composants de ce build ont été choisis pour maximiser la performance tout en gardant le meilleur prix, et du coup ça commence avec le choix du processeur, le Ryzen 5 5500. Ce processeur, il est très simple, il n'a rien de particulièrement exceptionnel, à part que c'est un super rapport qualité-prix, parce que celui-là, j'ai réussi à le choper à 71 € sur Amazon, et à ce prix, on a un processeur très efficace, avec 6 cœurs 12 threads, qui sera largement suffisant pour profiter de toute la puissance de notre carte graphique, et en plus de ça, dans la boîte, il y a un vent tirade de plutôt bonne qualité qui va nous faire économiser pas mal d'argent. Forcément, à ce prix, on fait des concessions. Là, on est sur un processeur AM4, donc de l'ancienne plateforme d'AMD, ce qui fait que ce PC, on va plus difficilement pouvoir le faire évoluer dans le temps, ou par exemple, on ne pourra pas l'améliorer dans le futur en mettant un nouveau processeur de dernière génération dedans, mais en partant sur de l'AM4 comme ça, on s'ouvre aussi plein de possibilités pour avoir accès à des composants de super bonne qualité à un prix assez peu élevé, un peu comme la carte mère que j'ai choisie pour ce build, qui coûte autour des 80 €. Elle aussi, elle est très simple mais efficace pour le prix. Il y a tout ce dont on a besoin dessus, et on a 2 slots pour des SSD M2, qui sera très utile le jour où on voudra upgrade le stockage du PC, et en plus, sur l'un d'entre eux, on a un dissipateur de chaleur. Mais juste avant de s'occuper de ça, on commence par installer ici le processeur en suivant bien l'indicateur. Maintenant, pour la RAM, le modèle que j'ai choisi, c'est celui-là, un kit de 32 Go en 3200. Techniquement, on pourrait clairement faire tourner ce PC avec 16 Go de RAM et ça marcherait très bien sur un paquet de jeux, mais sur ce build, je pense que c'est pas une bonne idée de chercher à faire des économies ici, parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeux demandent 14 Go de RAM pour tourner, ce qui nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour avoir par exemple Discord ouvert ou un stream sur le côté pendant qu'on joue. Et surtout, la différence de prix entre un kit de 16 et 32 Go, elle est négligeable. En vrai, on parle de 30 € de différence en moyenne, alors que de ne pas avoir assez de RAM sur son PC, ça peut complètement ruiner l'expérience de jeu. Ce kit, je l'ai chopé à 71 €, ce qui est un plutôt bon prix pour les performances, mais c'est possible de le trouver encore moins cher, autour des 50-60 €. D'ailleurs, ça, ce que vous venez de voir, c'est une très bonne astuce pour payer moins cher ses composants de PC quand on les achète sur Amazon. Avec cette extension Chrome, on peut voir tous les prix des produits dans le temps, pour savoir si aujourd'hui c'est le bon moment d'acheter ou pas. Et par exemple, cette RAM que j'ai achetée, on peut voir que maintenant elle coûte plus cher que sur les 12 derniers mois. Donc avec les prix des composants PC qui changent tout le temps, c'est super intéressant de savoir si on est en train de l'acheter à un bon prix, ou alors est-ce qu'il vaut mieux pas attendre un petit peu. Donc cette RAM, on va venir l'installer dans les 2 slots de la carte mère exactement comme ça. Et pour le stockage, je suis parti sur un SSD M2 1 Tera de chez Crucial. Ce modèle, il est connu pour avoir de très bonnes performances pour le moins cher possible. À 60 € pour 1 Tera, c'est parfait pour notre projet. Et avec le deuxième slot sur la carte mère, on pourra en acheter un autre dans le futur si nécessaire. Pour l'installer, on a juste à démonter le dissipateur thermique avant de l'insérer ici, et on vient installer le ventirad sur la carte mère, celui qui vient directement dans la boîte du CPU.
J'avais beaucoup d'a priori sur le fait d'utiliser le ventirad de base comme ça, parce que tous les autres builds que j'ai pu faire avant, c'était avec un refroidissement un peu haut de gamme, et j'avais peur que celui-là ne suffise pas, mais finalement, après pas mal de tests, j'ai été surpris de à quel point ça fonctionne bien. Ça fait pas des miracles non plus, hein, on va pas se mentir, mais ça refroidit plutôt bien notre CPU, et en fait, la vraie grosse différence par rapport à un meilleur ventirad ou un water cooling, ça va être surtout au niveau du bruit, parce que celui-là, quand il y va à fond, on l'entend bien. Donc avant de l'installer, on peut mettre un peu de pâte thermique sur le CPU, puis on peut le placer dans ce sens-là pour que ça ne gêne pas avec les barrettes de RAM. Et maintenant, le boîtier que j'ai choisi pour ce build, c'est celui-là, de la gamme Prime de chez Asus, un boîtier très minimaliste, sans RGB, mais qui permet d'avoir un bon airflow pour le prix. Pour être 100% honnête avec vous, je ne pense pas que ce boîtier soit particulièrement intéressant quand on l'achète à son prix de base, qui est autour des 90 €. Moi, j'ai réussi à le choper à 63 € en reconditionné état neuf sur Amazon, et à ce prix-là, c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'on a un boîtier 100% perforé avec pas mal de points d'accroche pour des ventilateurs, donc facile à ventiler pour de meilleures températures. Et aussi, vu qu'on a mis 0 € du budget dans l'esthétique, l'intérieur du PC est vraiment pas très joli à regarder, et le fait d'avoir un design complètement fermé comme ça, ça rend mieux quand on pose le PC sur le bureau. Et en plus de ça, il a un plutôt bon format pour du micro ATX, ce qui fait qu'il ne prend pas trop de place dessus. Donc on peut installer notre carte mère ici, et maintenant on peut s'occuper de l'alimentation. Celle que j'ai choisie, c'est celle-là de chez MSI, une 650 watts très classique que j'ai trouvée à 52 €. Normalement ça devrait largement suffire pour notre build, parce que selon PC Part Picker, on a besoin de seulement 350 watts, et on vient la caler ici dans le boîtier pour faire venir tous les câbles au bon endroit. Je vous passe toute la partie cable management pour arriver à la carte graphique que j'ai choisie pour ce PC. C'est elle qui m'a donné l'idée de faire ce projet, parce que même si elle est ancienne de quelques générations, elle est encore pas mal puissante avec le ray tracing, le DLSS, 12 Go de VRAM, et on la trouve encore assez facilement à un prix très intéressant. On pourrait penser que dans un PC comme celui-là, il faut absolument mettre une 5060 dedans pour accéder à toutes les nouvelles technologies et au maximum de puissance, mais c'est pas forcément une bonne idée, parce que ces cartes graphiques-là, elles n'ont que 8 Go de VRAM, et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des jeux solo demandent entre 8 et 10 Go de VRAM pour tourner avec des réglages graphiques en élevé, donc si on mettait une de ces cartes dans ce PC, c'est vrai, on gagnerait sûrement 15 à 20 FPS sur tous nos jeux, mais on serait bloqué avec toutes les textures en moyen pour avoir un jeu à peu près stable. En soi, ça peut valoir le coup si vous jouez uniquement à des jeux compétitifs où les textures c'est beaucoup moins important, mais moi, ce PC, je vais pouvoir aussi l'utiliser pour jouer de temps en temps à des jeux solo, et avec cette 3060 en 12 Go, on peut envoyer de l'élevé, même de l'ultra sur certains jeux, parce que justement on a cette marge de manœuvre, et en plus en ce moment les 5060, elles coûtent autour des 350-400 €, ce qui nous ferait au final un PC à plus de 800 €, et franchement pour ce prix ça ne vaut pas du tout le coup. Par contre, c'est vrai, cette carte graphique, elle commence à dater un petit peu, et dessus, on n'a pas toutes les dernières techno d'NVIDIA, mais vous allez voir dans le benchmark qu'on va faire juste après, elle est encore pas mal puissante. En plus, on a quand même accès au ray tracing, le DLSS, et même le dernier modèle d'upscaling d'NVIDIA, qui est vraiment plutôt pas mal, et tout ça pour 260-270 € sur Amazon, et ça, c'est un vrai bon deal. Du coup, on va pouvoir venir l'installer sur la carte mère juste ici, la connecter à l'alimentation, et juste avant de refermer le boîtier, je vais installer des ventilateurs en haut et en bas. Ces 3 ventilateurs ne sont pas du tout obligatoires dans le build, mais avec, on va pouvoir bien mieux optimiser le flux d'air, diminuer les températures globales, et à 13 € le pack de 3, ça vaut vraiment le coup. Après avoir installé Windows et mis à jour les drivers, je télécharge le logiciel Fan Control pour gérer précisément tous les ventilateurs du build, et Hardware Info pour monitorer les températures des composants. Dans Fan Control, je fais des courbes personnalisées qui ressemblent à ça, pour qu'elles s'adaptent à la température du processeur, du GPU, et qu'ensuite elles se synchronisent pour avoir un meilleur airflow dans le boîtier, qui permettra de mieux refroidir les composants en faisant le moins de bruit possible. Ensuite, je fais quelques optimisations de la carte graphique dans GPU Tweak d'Asus, pour arriver à un score plutôt sympa sur TimeSpy dans 3D Mark. Et après, pour tester que le refroidissement de la carte graphique se passe bien, je lance un stress test sur Furmark, où on a de plutôt bonnes températures après 10 minutes de test, et ensuite un autre sur Cinebench pour tester le CPU. Là encore, aucun problème de température alors qu'on utilise le ventirad de base. Par contre, c'est vrai, on l'entend assez rapidement, mais ça reste vivable. Maintenant que tout ça c'est fait, on va voir combien de FPS il arrive à nous afficher en vrai sur plusieurs jeux. Déjà, pour tous les jeux compétitifs, on arrive à quelque chose de plutôt pas mal en 1440p, avec un 100 FPS sur Warzone, autour des 160 FPS sur Fortnite, et autour des 250 FPS sur Valorant, tout ça avec un bon mix de réglages graphiques qu'on pourrait bien diminuer pour avoir plus de FPS si nécessaire.
Aussi, il y avait 2 jeux multijoueurs qui viennent juste de sortir que je voulais absolument tester sur ce build pour voir s'il allait tenir le coup dans le futur. C'est BF6 et Arc Raiders, où du coup on est à 80 FPS sur Arc Raider et 90 FPS sur BF6, tous les deux encore en 1440p avec là des settings qui vont plus vers la qualité des graphismes que la performance, et tout ça sans génération d'images. Donc c'est très cool de voir que des jeux très récents comme ça tournent encore très bien sur un PC à ce prix. Et finalement, moi j'ai passé pas mal de temps sur ces 2 jeux-là ces derniers jours avec le FrameGen d'activer, parce qu'en fait, ça fonctionne super bien sur les deux quand on n'est pas en mode ultra tryhard, et ça nous permet de passer à 110 FPS sur BF6 et 100 FPS sur Arc Raiders. Maintenant, pour les jeux solo, toujours en 1440p, sur Red Dead Redemption 2, on arrive à un bon 80-90 FPS, pareil sur Black Myth Wukong, et entre 100-110 FPS sur Cyberpunk avec un peu de ray tracing et de la génération d'images, et environ 75 FPS quand on la retire. Alors sur ce type de jeu, les réglages graphiques qu'on va utiliser vont être essentiels pour avoir la meilleure expérience possible, ou sur des jeux comme Red Dead par exemple, on peut quasiment doubler nos FPS avec les bons réglages bien optimisés. Pour ça, je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne YouTube de Benchmark King. Le gars fait des tests ultra poussés sur tous les jeux solo, où il va expliquer tout en détail de pourquoi il fait tel choix, etc. Et en fait, on apprend énormément en regardant ces vidéos, c'est super intéressant. Et tout ça, au final, pour nous proposer des settings optimisés, tout en gardant la meilleure qualité d'image possible. Moi, ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise toutes ces configs à lui, parce que la différence avec le preset graphique de base, à chaque fois, c'est vraiment le jour et la nuit. D'ailleurs, sur beaucoup de jeux solo, ça fonctionnait tellement bien que j'ai testé ce que ça pouvait donner aussi en 4K, et ça fonctionne très bien en fait, parce qu'on arrive à faire tourner Black Myth Wukong à environ 60 FPS avec un bon mix de réglages sans génération d'images. Red Dead avec un mix d'élevé et d'ultra, on est aussi autour des 60 FPS, mais là pour le coup avec quelques drops quand même à 40 FPS sur certains fights, et Cyberpunk, grâce à beaucoup de DLSS et de la génération d'images, on arrive à 60-70 FPS avec un peu de ray tracing d'activer, et quand on enlève la génération d'images, on est à 45-50 FPS. Donc en soi, c'est pas forcément des performances incroyables en 4K non plus, mais pour tous ceux qui ont l'habitude comme moi de jouer à ce genre de jeu sur console à la manette, franchement ça passe très bien. Et surtout, avec un PC à ce prix, on va principalement jouer en 1440p dessus, parce que c'est pour ça qu'il est le plus adapté, et c'est là où on se rend compte que c'est un super bon rapport qualité-prix, mais pourtant ce PC je ne le recommande pas forcément à tout le monde. En fait, ce PC, c'est un très bon build pour ce prix spécifiquement, un prix qui permet à ceux qui ont un budget hyper serré de faire leur premier PC gaming, sauf que pour arriver à ce prix, on a dû faire pas mal de concessions. Déjà, on est sur du AM4, donc ce PC, il ne va pas être très future-proof, on ne va pas pouvoir trop l'améliorer avec le temps. Ensuite, la carte graphique, elle est très bien pour le prix, mais elle ne fait pas des miracles non plus. On a de très bons FPS dans la plupart des situations, on peut jouer à des jeux solo avec des settings graphiques plutôt sympas, mais quand même, de temps en temps, on va avoir des drops de FPS sur les plus gros jeux, ce qui d'ailleurs va être de plus en plus le cas dans le futur avec les nouveaux jeux qui vont sortir, et on a des 1% low qui à certains moments ne sont pas incroyables, donc globalement c'est un très bon PC pour le prix, mais c'est pas un PC haut de gamme. Du coup, mon conseil final, c'est que si au moment où vous regardez cette vidéo, le prix total des composants est à moins de 700 €, ça vaut vraiment le coup. Par contre, si c'est au-dessus de ce prix, là, ça commence à être moins intéressant. Et si vous avez un budget qui peut aller un tout petit peu plus haut, autour des 1000-1200 €, ne prenez pas ce PC et partez plutôt sur un build en AM5 avec une 4070 Super, par exemple. Ça sera un bien meilleur investissement. Du coup, si vous voulez refaire ce build, je vous ai mis des liens dans la description pour retrouver tous les composants que j'ai utilisés pour le faire. Je vous ai aussi mis plein de ressources pour vous aider, toutes les astuces et les conseils dont on a parlé dans la vidéo. Et si vous voulez voir le setup gaming pas cher que j'ai construit autour de ce PC, vous pouvez cliquer sur cette vidéo. Vous allez voir, il y a plein de périphériques avec un rapport qualité-prix de fou qui vont sûrement vous intéresser.